Dans cette vidéo, nous allons étudier notre chapitre 10 d'économie sur les pratiques divergentes en matière de commerce international. Et finalement, il y a deux grandes catégories de pratiques que l'on va étudier. La première, c'est le libre-échange. C'est le modèle qui est prôné par tous les pays. Qu'est-ce que le libre-échange? C'est un système de commerce international reposant sur l'absence de barrières, tarifaires ou non, à la circulation des biens et des services. Donc il n'y a pas de barrière. Si on peut le schématiser comme ça, avec deux pays, un pays qui échange avec l'autre et les marchandises circulent librement de l'un à l'autre sans barrière à l'entrée d'aucun des deux pays. D'où vient cette théorie? Qui a parlé en premier de cette idée du libre-échange? Ce sont les économistes Adam Smith et David Ricardo. Adam Smith a publié un livre en 1776 et David Ricardo en 1817, plusieurs années après. Et si on doit résumer leur théorie par rapport au commerce international, ils ont dit que les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle ils sont le plus efficaces. Donc si je veux faire pousser du coton dans un pays où le coton ne va pas s'adapter, ne pousse pas, j'ai intérêt à abandonner la production et à acheter le coton dans un autre pays. Ces idées, forcément, elles ont plu et elles ont abouti à une spécialisation des économies. On se spécialise dans la production où je suis le plus efficace et aussi à ce qu'on appelle une division internationale du travail. Il y a des pays qui sont plutôt forts dans l'industrie, d'autres qui sont plutôt forts dans l'agriculture et chacun se spécialise. L'idée, c'est d'être plus efficace. Évidemment, si moi, ça me coûte 100 € de fabriquer une tonne de produit et que je sais que l'autre pays, ça lui coûte 50 € de fabriquer cette même tonne de produit, j'ai intérêt à lui acheter, ça va me coûter moins cher. Et moi, pendant ce temps-là, je vais fabriquer autre chose pour lequel je suis efficace et je vais pouvoir vendre ça non seulement à mes concitoyens, mais aussi aux pays étrangers. Donc voilà pour la petite histoire du libre-échange. Alors comment ça se passe? Comment on fait du libre-échange concrètement? Ce libre-échange, il a vraiment été mis en place à partir de à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et progressivement des accords ont eu lieu entre les pays pour développer les échanges internationaux. Il va y avoir des accords qui sont de plusieurs types et qui vont impliquer induire une plus grande implication des pays. Premier accord, des partenariats économiques et commerciaux entre les pays. Ça peut être par exemple l'idée que Total a des accords pour s'implanter dans certains pays d'Afrique pour extraire le pétrole. À chaque fois qu'il y a un voyage diplomatique, on emmène des industriels avec nous et puis on va essayer de générer comme ça des accords de livraison pour fournir certaines matières à des pays qui nous les achèteraient. Ensuite, on peut avoir des accords de libre-échange. On va un petit peu plus loin. Là, c'est l'exemple complètement d'actualité, 28 avril 2020, où l'Europe a signé un accord de libre-échange avec le Mexique. On a le CETA avec le Canada qui n'a pas été signé il y a très longtemps non plus. Donc voilà, on pose des accords de libre-échange avec des pays ou des groupements de pays pour essayer de faire baisser au maximum les droits de douane entre les pays signataires. Ensuite, on peut avoir l'union douanière. L'union douanière, là, non seulement on va avoir des accords, mais en plus, on va pratiquer les mêmes droits de douane aux autres pays. Donc, c'est l'exemple de la CEE qui, quand elle a été mise en place, prévoyait non seulement l'absence de droits de douane à l'intérieur de la zone, mais en plus, une définition commune entre tous les pays de la CEE des droits de douane à appliquer aux autres pays. Et enfin, l'intégration régionale, le phénomène le plus abouti, c'est notre Union européenne, où on a la libre circulation des biens, des services, des hommes et des capitaux. Alors, quels sont les avantages et pourquoi finalement on a intérêt à faire du libre-échange? Eh bien, finalement, on a des avantages concrets, à la fois pour les entreprises, pour les consommateurs et pour les pays de manière macroéconomique. Pour les entreprises, ça leur permet d'élargir leur marché, de gagner plus de consommateurs. Ensuite, ça leur permet de réaliser des économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est la baisse du coût unitaire de production à mesure qu'on produit. Donc plus on produit, plus notre coût unitaire se réduit
et forcément c'est bien pour essayer de pratiquer des prix attractifs face à ceux de nos concurrents. Ensuite, le fait d'être dans une situation de libre-échange, ça fait que ça augmente la situation de concurrence. Et les entreprises, face à cette concurrence, elles vont chercher à être toujours plus efficaces et plus concurrentielles. On a en tête la guerre entre Samsung et Apple à ce sujet. Donc cette guerre, elle va aboutir à plus d'innovation. Je vais innover pour montrer que je suis le meilleur, mais aussi à une baisse des coûts, comme je vous l'évoquais tout à l'heure avec la baisse des économies d'échelle, ou même issue d'autres recherches de baisse des coûts. Et cette baisse des coûts, je peux l'appliquer à la baisse des prix. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas pour Apple et Samsung dans leurs produits haut de gamme, mais vous avez tous en tête les livraisons qui viennent d'Asie à très bas prix, comme sur Shein ou sur Wish. Et donc, on a des prix cassés. Et finalement, si vous voulez acheter la même chose en France, vous allez la payer plus cher. Mais la considération des prix, évidemment, ça ne sera pas la seule considération du consommateur qu'on va dire responsable, mais on va passer à la suite parce que le consommateur, lui aussi, il y voit beaucoup d'intérêt. Il a plus de choix, il a des plus bas prix, il a une meilleure qualité et il peut bénéficier de technologies qui sont mises au point à l'étranger. Si on devait bénéficier que des technologies mises au point en France, on n'aurait pas de smartphone, par exemple, dans notre consommation. Donc, ça nous permet de pouvoir se procurer les technologies issues du monde entier. Donc ça, c'est positif aussi. Et pour les pays, d'un point de vue macroéconomique, également, il y a des gros avantages. Le premier, c'est qu'ils vont pouvoir se procurer des ressources dont ils ne disposent pas. Donc ces économies ne disposent pas de toutes les ressources. Le pétrole, c'est une des ressources qui est assez inégalement répartie puisqu'il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas alors que tout le monde est très dépendant du pétrole. Ensuite, le fait de pouvoir faire du libre-échange et pourquoi l'Europe multiplie les accords de libre-échange avec beaucoup de pays, c'est pour diversifier les fournisseurs. On a fait des accords avec le Canada, mais si jamais ça se passe pas très bien avec le Canada, on va pouvoir aller se tourner vers les producteurs mexicains pour s'approvisionner. Si jamais il y a un pays qui est en rupture de stock ou un problème qu'il ne peut plus produire, on va pouvoir se tourner vers d'autres. C'est en ça qu'on peut diversifier les pays fournisseurs. Forcément, si j'ai élargi mes marchés, j'ai augmenté mes ventes, donc j'ai augmenté ma valeur ajoutée, ça va augmenter le PIB du pays grâce aux exportations et à cette spécialisation. Ensuite, on revient à cette notion d'innovation. L'innovation nationale va augmenter. Ça va créer des emplois grâce à ces nouveaux marchés. Et puis, ça rend les pays interdépendants économiquement. Donc, comme on est dépendant du pays économiquement et commercialement, on n'a plus vraiment intérêt à lui faire la guerre. Donc, ça pacifie les relations entre les pays. Voilà pour le libre-échange. Et donc, vous avez remarqué la couleur du libre-échange et les arguments en faveur du libre-échange. On y reviendra plus tard. Ensuite, on a le protectionnisme, donc vous voyez plutôt en violet, lui. Donc, le protectionnisme, c'est une politique économique dans laquelle l'État intervient pour limiter les importations. L'État, dans cette politique économique, n'est pas contre vendre ses produits à l'étranger. Il ne veut pas vivre en autarcie. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est les importations. Parce que les importations, on l'a vu dans le chapitre précédent, ça va réduire la richesse du pays, ça coûte parce que ça coûte, ça augmente sa dépendance technologique par rapport aux autres pays, et finalement on préfère avoir une situation où on est excédentaire, c'est-à-dire que les exportations sont supérieures aux importations par rapport à l'inverse. Donc notre schéma il change ici. On a toujours un pays qui est très content parce que lui, il peut continuer à vendre ses produits et il peut continuer à vendre ses produits, voilà. Par contre, lui, il lui a mis une barrière devant le nez et donc celui-là, il n'est pas très content parce qu'il ne peut plus vendre ses produits à notre pays trapèze. Donc, on va avoir, vous imaginez bien, des conflits sur lesquels on va revenir. Comment on fait du protectionnisme concrètement? Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour faire une politique protectionniste? On va distinguer les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Une barrière tarifaire, vous l'avez compris, c'est lié au tarif, lié au prix. Donc, c'est une technique qui consiste à limiter l'accès au territoire national pour un produit provenant de l'étranger en le rendant plus cher pour le consommateur local. Donc, comment on fait concrètement? On met en place des droits de douane. Les droits de douane, c'est une taxe
que tous les produits qui rentrent sur le territoire doivent payer. Donc forcément, si vous avez acheté votre produit 10 € à un fournisseur chinois et qu'il arrive sur le sol européen, eh bien, il va devoir payer les droits de douane et c'est comme ça que votre prix va pouvoir être augmenté. Finalement là, quand on augmente les droits de douane, ce qu'on cherche, c'est appliquer les lois liées au prix, à la formation des prix. Si le prix augmente, eh bien, on va avoir une demande qui baisse. Si le prix baisse, on va avoir une demande qui augmente. Donc en augmentant les prix, on cherche à décourager les consommateurs et à faire en sorte qu'ils achètent plutôt des produits nationaux que des produits étrangers. Alors, je rajoute une petite carte par rapport à ces droits de douane, et même si c'est tout petit, les pays les plus foncés sont ceux qui appliquent les droits de douane les plus élevés. Alors, j'attire votre attention sur l'Europe, qui est très clair, avec un taux de droit de douane moyen de 1,6%, qui est le même de celui des États-Unis. Mais on a les BRICS sur lesquels on va revenir, sur lesquels qu'on a vu au chapitre précédent, eh bien, on voit que leurs droits de douane sont assez élevés. Si on regarde le Brésil, il est très foncé, la Russie, la Chine, l'Inde, et il n'y a que l'Afrique du Sud qui a déjà réduit ses droits de douane. Mais quand on veut chercher à conclure des accords avec ces pays, eh bien, c'est bien pour favoriser le commerce international et baisser le prix de nos importations. Ensuite, on a des barrières non tarifaires. Et là, c'est un petit peu plus subtil puisque ce sont des mesures restrictives qui ne sont pas liées aux droits de douane. Donc, on ne va pas essayer d'augmenter les prix. Par contre, on va mettre en place certains dispositifs qui vont faire en sorte que les importations seront découragées. Ça peut prendre la forme, par exemple, de subventions. Vous allez subventionner vos entreprises qui, grâce à ces subventions, vont pouvoir baisser leurs coûts unitaires et faire des prix très bas. Donc, les prix très bas vont attirer la clientèle au détriment des concurrents étrangers. Vous pouvez également faire des normes en disant que certains produits ne doivent pas pouvoir rentrer sur votre territoire. Il y a à ce sujet de nombreux conflits entre les États-Unis et l'Europe sur les catégories de produits. Donc les États-Unis ne veulent pas importer de fromage au lait cru par exemple, ne veulent pas importer de fromage avec du bleu à l'intérieur comme le Roquefort, mais l'Europe de son côté hésite à importer des bœufs aux hormones et d'autres produits américains. Donc il y a régulièrement des conflits, enfin pas des gros conflits, mais des négociations pour ces normes. Ces normes, évidemment, elles visent pour chacun des pays à protéger le consommateur. Mais le produit qui vend ne comprend pas pourquoi il y a une protection nécessaire et aimerait vendre ces produits. Ensuite, troisième mesure non tarifaire, ça va être l'encouragement de la consommation de produits nationaux. Alors, est-ce que c'est forcément mal? Pas forcément. On peut très bien être un pays en disant consommez français, consommez américain, ça sauvera vos emplois, etc. Par contre, si vous faites ça systématiquement, eh bien, un pays qui est partenaire commercial pourra vous le reprocher. Donc c'est là qu'on a toute la subtilité de l'encouragement à consommer français, le drapeau français, le Made in France. Il faut l'encourager, mais pas dans un sens où ça pourrait être pris comme du protectionnisme. On peut aussi mettre en place des quotas. Les quotas, c'est des quantités maximum qu'il est possible d'importer. Pendant longtemps, il y a eu des quotas sur les textiles importés de Chine, et ils ont été élevés en 2000, et si on regarde la courbe des importations de textiles depuis 2000, eh bien on voit qu'elle a explosé pour l'Union européenne en tout cas, et que finalement la levée de ces quotas a permis à beaucoup d'entreprises d'aller se fournir ailleurs où c'était moins cher, avec pour conséquence une perte totale de savoir-faire dans l'industrie textile sur l'Union européenne. Ensuite, on a le dumping. Le dumping, c'est, vu comme ça, c'est le fait de vendre à perte. Et ça peut se faire notamment grâce aux subventions, puisqu'on sait que l'État va compenser. L'exemple à retenir, c'est l'exemple des panneaux solaires. Il y avait plusieurs entreprises qui fabriquaient des panneaux solaires en Europe, notamment en Allemagne et en Chine. Et comme la Chine a subventionné ces entreprises qui fabriquaient des panneaux solaires, eh bien, l'entreprise a vendu ces panneaux très peu chers et les consommateurs européens se sont plutôt tournés vers cette entreprise-là. Et notre entreprise allemande, elle a dû fermer. Donc forcément, c'est pas une pratique qui semble très loyale, encore une fois, pour la concurrence.
On a aussi du dumping social qui est encore différent. Là, on parle du moins 10 ans au niveau protection de nos salariés. Donc, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de cotisation à payer, il n'y aura pas de cotisation à payer, patronale ou salariale. Donc, évidemment, ils sont moins chers. Les salariés sont moins chers, donc les entreprises étrangères sont intéressées pour venir s'implanter, comme on a vu toutes les implantations en Chine ou en Europe de l'Est, par exemple. Et puis, une spécificité qui existe dans certains pays, et la France est parfois critiquée là-dessus, c'est la lenteur administrative. La paperasse, tout ça, ça peut finalement décourager les gens parce que ça prend du temps d'importer et finalement, il y a moins de sollicitations. Bon, j'imagine que ça se lève beaucoup, ça, et c'est très dilué avec le fonctionnement de l'Union européenne. Alors après, pourquoi? On arrive à la question pourquoi? Pourquoi on sera amené à faire tout ça, à mettre tout ça en place? Eh bien d'abord, parce que ce libre-échange, il a des limites. Les limites, ce sont d'abord les délocalisations, comme je viens de vous l'évoquer. Les entreprises sont parties fabriquer ailleurs, sont parties acheter leurs produits en Chine ou dans d'autres pays. Et il y a des pans entiers de l'industrie, notamment en France, qui ont disparu, avec une perte de savoir-faire, une perte d'emploi, donc du chômage, des fermetures d'usines, donc peu de perspectives d'emploi et de croissance. Ça nous rend aussi, ce libre-échange, complètement dépendant des produits étrangers. Cette dépendance, elle peut être intéressante quand on imagine la pacification des relations, mais elle va être problématique quand on a un phénomène qui fait qu'on ne peut pas se procurer les produits. L'extrême circulation va aussi entraîner la création de monopoles ou d'oligopoles qui vont parfois profiter de leur position dominante pour augmenter leur prix. Donc ça, ce serait pas forcément bon. Et puis, toujours lié, on a des productions qui sont en déclin. Certains pays qui se sont spécialisés dans ces productions en déclin, sont en difficulté. La France a longtemps eu une culture sidérurgique, la mine, la sidérurgie, et ce sont des industries en déclin. Et forcément, beaucoup de personnes dans le nord ou dans l'est de la France se sont retrouvées au chômage parce que ces usines ont fermé. Donc, on remet un peu en cause l'idée de la spécialisation. Dans quoi peut-on se spécialiser aujourd'hui dans un pays comme la France? On voit que, on le sait, la France est un pays touristique le tourisme porte le commerce international et grâce au tourisme, on a une balance des services qui est positive, excédentaire. Mais dans quoi encore? Le luxe, ça ne fera pas la richesse. L'aéronautique, c'est aussi un peu compromis en ce moment. Donc, il faut vraiment se poser la question, dans quoi on peut se spécialiser efficacement pour faire en sorte que notre commerce international redevienne florissant et excédentaire. Deuxième élément de réponse à la question pourquoi on met en place du protectionnisme, c'est parce que il y a des avantages à court terme pour ce protectionnisme. Et finalement, ce protectionnisme, il va être levé comme bouclier à chaque fois qu'il y a un problème. Il faut fermer les frontières, fermer les frontières, fermer les frontières. Mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Donc les avantages à court terme du protectionnisme, d'abord, c'est de protéger les industries naissantes. Tout à l'heure, je vous parlais des panneaux solaires, industrie qui était naissante à ce moment-là. Et forcément, si on les laisse tout de suite à la merci de la grosse concurrence internationale, elles vont pas vivre très longtemps. De la même manière, on peut essayer de protéger les industries vieillissantes en attendant que ces industries, elles se modernisent ou elles se réinventent. Ça nous permet de préserver les emplois encore un petit temps. On peut aussi, donc ça c'est un économiste qui s'appelle Nicolas Kaldor, et pour protéger les industries naissantes, c'était un économiste qui s'appelle List. On a aussi Krugman, un autre économiste, qui a évoqué le fait qu'il fallait préserver certains secteurs stratégiques. Et récemment, face à la crise du coronavirus, l'État a déterminé un pourcentage, a limité le pourcentage des investissements directs qui pouvaient s'implanter en France pour garder un petit peu une mainmise nationale sur certains secteurs stratégiques. Alors ça peut être notamment le nucléaire, où on n'a pas envie que le nucléaire qui fournit l'électricité tombe aux mains d'entreprises étrangères qui dirigeraient pour la France par exemple.
Et puis enfin, le protectionnisme peut permettre de faciliter l'essor de certaines activités économiques. Donc, encore une fois, des industries naissantes ou des industries prometteuses, on essaye de les protéger un petit peu de la grosse concurrence internationale. On ne les jette pas tout de suite dans le grand bain. Cependant, ce protectionnisme doit rester temporaire. Donc là, on revient presque dans des arguments pour le libre-échange. Vous voyez, on revient dans la couleur libre-échange. Alors, qu'est-ce qui fait que ce protectionnisme doit rester temporaire? On l'a vu, le libre-échange permet de baisser les prix. Si on revient au protectionnisme, les prix vont augmenter avec une inflation, une baisse du pouvoir d'achat, donc qui ne va pas forcément plaire aux concitoyens. Un choix limité de produits également, on l'évoquait tout à l'heure. Si le libre-échange nous permet d'avoir accès à beaucoup de produits existants, si on ferme les frontières, eh bien on ne pourra plus y avoir accès. Une moindre innovation parce qu'il y aura moins de concurrence, donc moins de sollicitations. Des ententes entre producteurs nationaux, un risque d'entente entre producteurs nationaux. Et puis aussi un retard dans les mutations industrielles nationales puisqu'on ne bénéficiera plus de ce qui existe à l'étranger. Mais la principale explication ou le principal frein au protectionnisme, c'est la riposte. Parce que si moi j'ai une barrière, qu'est-ce que vous feriez vous? Vous êtes le pays ici, et on vous a mis une barrière pour vos échanges, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des barrières aussi. Donc ça s'appelle des mesures de rétorsion. Et on verra dans le chapitre suivant qu'il y a l'OMC avec son organisme de règlement des différends qui va veiller à régler les conflits qui naissent en matière de commerce international. Mais avec le conflit entre la Chine et les États-Unis, ou les provocations régulières qui existent entre 2019 et 2020, eh bien on voit que c'est un sujet très sensible et que les solutions sont pas toujours évidentes à trouver. On a repéré aussi avec ce commerce international qu'il a des conséquences négatives sur l'environnement, mais aussi sur les producteurs, sur la forêt amazonienne, sur les salariés qui peuvent être exploités dans des conditions très difficiles. Et la question se pose de quand est-ce qu'on pourra mettre en place ou voir se mettre en place un libre-échange respectueux des petits producteurs, des salariés, de l'environnement et de la planète en général. Voilà, donc on a fini avec ces pratiques divergentes. Donc vous ne voyez pas de solution miracle entre le libre-échange et le protectionnisme. Peut-être que, quelle que soit l'idéologie vers laquelle le pays tend, il faut veiller à encadrer, éviter les abus qui pourraient nuire à d'autres agents économiques ou des éléments de l'environnement.